Mon intervention portera sur les financements de la défense européenne et sur la candidature d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'UE. Voilà près de 2 ans que les chefs d'État de l'Union se sont engagés à dépenser davantage et mieux pour renforcer l'industrie européenne de la défense. Premièrement, une des annonces de Versailles en mars 2022 était l'intensification de la coopération grâce à des projets conjoints. Il aura fallu 1 an et demi pour mettre en œuvre cette ambition et adopter, le 9 octobre dernier, l'instrument nécessaire, le fameux règlement EDIRPA. Grâce à ce nouvel instrument, un remboursement partiel sur le budget de l'Union sera accordé aux États membres lorsque les acquisitions conjointes feront intervenir un consortium d'au moins 3 États. Bien, jusqu'à ce que l'on se rende compte que le budget de l'instrument s'élève à 300 millions d'euros. Certes, l'instrument a une vocation temporaire, mais l'enveloppe paraît très limitée en dépit de la clause imposant 65% de composants des produits finaux venant de l'Union européenne ou d'un produit associé. De manière plus structurelle, la Commission européenne et le haut représentant ont présenté le 7 mars une communication conjointe attendue de longue date sur la stratégie industrielle de défense européenne qui bénéficierait cette fois d'une enveloppe de 1,5 milliard d'euros d'ici 2027. C'est mieux, mais cela paraît encore peu et très éloigné des enjeux auxquels l'Union européenne est aujourd'hui confrontée. Deuxièmement, le renforcement et le développement de nos industries de la défense, y compris nos PME. Je tiens vraiment à remettre au cœur de nos débats la problématique du système de taxonomie de l'Union européenne. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques semaines, de dénoncer cette frilosité bancaire à l'égard des entreprises de la base industrielle et technologique de défense européenne qui en est la conséquence. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire pour intégrer les problématiques de financement du secteur de la défense dans la définition des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG ? Les chefs d'État et de gouvernement devraient apporter leur soutien à un changement des statuts de la Banque européenne d'investissement afin qu'elle puisse financer des projets de défense. Pouvez-vous nous confirmer que ce sera bien le cas et nous préciser à la fois les modalités et le volume des crédits espérés ? J'en arrive au second point, la candidature de la Bosnie-Herzégovine. Il a fallu près de 6 ans et demi entre la demande d'adhésion à l'Union et l'obtention du statut de pays candidat où elle rejoint 8 autres pays. Pour 83% des Bosniaques qui sont favorables à cette adhésion, ce sont 6 ans de rêve européen, 6 ans de subventions pour mettre en œuvre les réformes clés prescrites, 6 ans de quête lointaine d'un état de droit. Mais 6 ans d'illusions, de conférences en sommet, à n'être considérées que marginalement et traitées qu'en cas de crise, comme la crise migratoire par exemple. Ce sont aussi 6 ans de novlangue bruxelloise, 6 ans aussi à consentir à revoir à la baisse la conditionnalité, argent contre réforme, en échange d'une stabilité de façade. C'est enfin 6 ans de sous-estimation de la réalité politique des Balkans, justifiée par le lourd héritage des guerres, mais aussi par un travail méticuleux de sape venu de la Russie et de la Chine. Oui, cette région produit plus d'histoire qu'elle ne peut en consommer, selon la phrase attribuée à Churchill. Le système politique bosniaque est complexe, hérité des accords de paix de Dayton, parfois synonyme de clientélisme et de captation d'État. Si vous ajoutez à cela l'affaiblissement du modèle européen au sein de l'opinion publique par influence, vous obtenez une situation un peu délicate. Alors, est-ce que l'invasion russe de l'Ukraine va servir d'accélérateur pour les réformes engagées par le pays ? Est-ce que l'adhésion de la Bosnie peut limiter l'influence russe dans la région ? Est-ce que surtout, passé les élections européennes de juin, la réforme des traités sera mise sur la table pour qu'enfin la gouvernance européenne soit repensée et son fonctionnement renforcé ? Ce dernier point est un préalable indispensable à tout élargissement. Monsieur le ministre, quelle est la position de votre gouvernement ? Dans l'accompagnement justement de la Bosnie dans ce statut de candidat, ne pas oublier les autres statuts de pays candidats tels que ceux de la Géorgie, de la Moldavie ou de l'Ukraine, parce que lorsqu'on va dans ces pays, ils sont vraiment très en demande et ils ne souhaitent pas donc être oubliés.
Les règles budgétaires de l'Union européenne s'appliquent de nouveau depuis janvier 2024, après avoir été suspendues en 2020. Un nombre important d'États membres, dont la France, risque de se retrouver en procédure pour déficit excessif. L'exécutif communautaire a pourtant bien perçu l'urgence d'assouplir les normes aujourd'hui en vigueur. L'accord obtenu en février dernier pour une réforme du pacte fiscal est ainsi censé accorder plus de flexibilité aux États membres. Le nouveau pacte de stabilité conserve néanmoins les fameux critères totems des 3% de déficit et des 60% de dette. Est-il utile de rappeler que ces règles budgétaires n'ont jamais été respectées? L'Italie, la Grèce et la Belgique ont rejoint l'Union monétaire alors qu'elles avaient une dette publique nettement supérieure. Et pendant des années, les déficits de la France et de l'Allemagne ont dépassé les 3% et n'ont jamais été sanctionnés. Les réformes successives du PSC en 2005 et en 2011 ont fini par produire un monstre de complexité tout en conservant ces chiffres déconnectés des conjonctures économiques diverses des pays européens. Le pacte de stabilité a également prouvé son inefficacité en période de crise. Ces règles budgétaires obligent en effet les États à maintenir le déficit et la dette au niveau requis, en ajoutant ainsi l'austérité au ralentissement de la croissance. Et de fait, les mesures d'austérité ont d'abord prévalu pendant les crises de 2007 et 2012, ont porté l'Europe au bord de l'implosion. Avec la Covid, l'Union européenne n'a cette fois-ci pas hésité à suspendre ses règles budgétaires au printemps 2020 pour permettre aux gouvernements nationaux d'intervenir dans leurs économies. Les États de l'Union ont encore franchi un pas dans ce changement de paradigme économique en acceptant d'emprunter en commun pour financer le plan de relance européen. Aujourd'hui, l'urgence climatique doit, au même titre que la Covid, inciter à lever les freins à l'investissement. L'Europe sort fragilisée par cette succession de crises dont les conséquences directes sont la hausse massive des dettes et de fortes hétérogénéités dans les États membres. L'application de critères numériques uniformes de la dette publique et du déficit paraît dès lors absurde, contre-productive d'un point de vue économique et dangereuse politiquement. Un retour en arrière à une forme de conservatisme budgétaire est impensable au moment où les États membres doivent plus que jamais investir dans la transition écologique, l'éducation, l'industrie verte et la défense. À l'extrême opposé du modèle européen, les États-Unis mènent une politique budgétaire expansionniste, non certes sans son lot de problèmes, mais qui creuse encore l'écart de croissance et d'innovation à la défaveur du vieux continent. Une véritable refonte du cadre budgétaire et de la surveillance budgétaire qui intègre les investissements prioritaires européens et la conjoncture économique de chaque pays nous paraît aujourd'hui indispensable. Pouvons-nous réellement nous contenter de mesures cosmétiques, de la réforme du pacte de stabilité et de croissance? Les objectifs chiffrés et automatiques ont déjà, par le passé, conduit à la récession. Il ne s'agit pas de se passer de règles, mais celles-ci doivent garantir la soutenabilité des finances publiques et non leur adéquation à des plafonds arbitraires. Le gouvernement promet de revenir aux 3% de déficit en 2027 à coup de rabot budgétaire. Le ministre Le Maire nous a déjà annoncé une coupe de 10 milliards. La Cour des comptes demande 50 milliards d'économies nouvelles pour tenir un tel objectif. Mais la Cour des comptes nous alerte aussi avant tout sur l'urgence climatique en concluant que ne pas s'adapter pourrait se révéler bien plus coûteux. Nous devons refuser, comme l'écrit d'ailleurs mon collègue le sénateur Alexandre Huizy, une nouvelle décennie perdue et inventer un cadre budgétaire européen pro-investissement, souple et démocratique. La différence d'analyse que nous portons les uns et les autres, c'est que depuis maintenant quelques mois, on constate que les efforts budgétaires qui sont consentis par les États et par l'Union se font malgré tout au détriment notamment de cette transition énergétique et climatique qui est absolument nécessaire. On le voit en France, vous pouvez le contester, mais quand on constate les efforts financiers qui ont été consentis, c'est manifestement sur la transition énergétique et écologique. Et quand je vois les réactions qu'il y a eu suite à la crise agricole en Europe, c'est aussi sur cette thématique-là que l'effort a été le plus conséquent. Donc je crois que d'un côté, se porter sur la transition qui est nécessaire, avoir des moyens supplémentaires pour assurer une défense qui devient primordiale aussi à l'État pour l'Europe, et de faire des efforts budgétaires, voire s'orienter vers une austérité, je crois que la quadrature n'est pas possible et manifestement, elle nous mène sans doute soit à une récession, soit à l'échec.